Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence spécialisée dans le développement logiciel à Montréal. On se spécialise dans le développement d'applications mobiles. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on réussit à se distinguer, c'est vraiment en créant des produits numériques qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu Damien Silès, qui est le directeur général du CQCD. CQCD qui veut dire Conseil québécois du commerce de détail. On a eu une belle discussion, moi et Pierre-Étienne, avec Damien au sujet de tout l'univers numérique qui tourne autour de l'industrie du commerce de détail, majoritairement au Québec et au Canada. Puis on a parlé d'un événement qui aura lieu en octobre, qui est organisé par le Conseil québécois du commerce de détail et qui va rassembler justement plein de détaillants à travers le Canada. Puis entre autres, ThirdBridge va être là pour donner une conférence puis justement parler du numérique en commerce de détail. Là, il faut que je fasse un petit disclaimer avant que cet épisode commence. Vous voyez, je ne suis pas dans le même setup que d'habitude parce qu'on a eu un petit enjeu technique dans l'enregistrement de cet épisode-ci. Donc, on n'a pas le segment dans le chapeau parce que l'épisode a coupé. Donc, vous allez voir, ça coupe un peu sec parce qu'il y a eu une panne d'électricité. Mais le contenu est au rendez-vous quand même. C'est super intéressant comme conversation. Puis, sans plus attendre, n'oubliez pas d'aller nous suivre. Puis, bon épisode! ThirdBridge. On travaille toujours sur la prochaine update. All right. Damien Silès, bienvenue à l'Update. Merci pour l'invitation. Bien, merci à toi d'être venu jaser avec nous. Pierre-Étienne, re-bienvenue. J'ai réalisé que je ne faisais pas l'introduction à notre co-animateur. Fait que pour les gens qui sont en audio, ça peut être mélangeant. Donc, bienvenue, PS. C'est moi qui est là. Très contente de t'avoir aujourd'hui. Ouais, merci. Damien, on est tellement content que tu te sois joint à nous aujourd'hui pour discuter. C'est pas la première fois qu'on a la chance d'échanger avec toi. On avait déjà fait un panel en partenariat avec le CQCD que tu avais été l'animateur. Donc, merci beaucoup encore d'avoir pris la peine de te déplacer cette soirée-là en février. C'est déjà un bout. Tempête, comme d'habitude. À chaque fois qu'on fait un événement, nous, ThirdBridge, il y a une tempête tropicale ou une tempête de neige. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe, puis Damien a fait un job extraordinaire. Ouais. Merci encore. Travail d'équipe. Absolument. Merci beaucoup. Fait qu'avant même de commencer un peu plus la portion entrevue, je te laisserai te présenter. Est-ce qu'il y a qui d'autre de mieux pour le faire que toi-même? Alors, combien d'heures je dispose? Non, c'est short. Vous allez voir tout le monde, Damien. Non, je vais me tenir calme. Je vais écouter et je vais répondre correctement aux questions. Je vous le promets. Écoutez, ça va faire 2 ans que je suis directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Très fier d'avoir une quinzaine d'employés qui travaillent pour les commerces du Québec. Et c'est très important parce que c'est essentiel pour tous les jours, pour acheter, pour vendre, pour notre vie de tous les jours. Donc, avant ça, est-ce que vous voulez que je revienne en arrière ou on s'arrête? Absolument. Avant ça, j'étais pendant 9 ans directeur général du quartier d'innovation de Montréal, qui avait été mis en place par l'Université McGill et l'École de technologie supérieure. Nous avons fermé après la COVID parce que la majeure partie de nos projets étaient à l'extérieur et pendant 2 ans, tout a été bloqué, fermé, etc. Donc, malheureusement, on a dû fermer. Je dirais que le gouvernement provincial a repris la charge avec les zones d'innovation qu'ils ont mis en place. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Avant ça, je travaillais 7 ans comme directeur général à la Société de développement social de Ville-Marie, qui était le premier courtier social en Amérique du Nord. Et le job était simplement de trouver une nouvelle solution pour les problèmes d'itinérance au centre-ville et de voir de quelle manière on pouvait inclure le privé pour trouver des solutions et pas toujours en bon français, chialer à nos gouvernements pour qu'ils aident, mais de voir de quelle manière on pouvait demander aux gens d'humaniser leurs employés, de descendre en bas de leur bureau et de voir de quelle manière on pouvait travailler, comment on pouvait donner des contrats quand c'était possible de travailler, etc. Donc, l'organisme fonctionne toujours. Je me définirais comme un intrapreneur parce que le quartier de l'innovation... je suis arrivé un beau matin de juillet, c'était le 14 juillet.
étant français d'origine, c'est la date de la Révolution. Mais le 14 juillet, vous arrivez devant une table qui est vide avec une chaise et un ordinateur et vous commencez à construire quelque chose. Ce fut la même chose pour les SDS. Vous arrivez seul dans un bureau qui est complètement vide. Actuellement, je pense qu'ils sont à 50 employés. Donc, pour moi, être intra-entrepreneur, c'est vraiment le fait d'être capable de créer et non pas dans du privé, mais dans des organismes qui ont des intérêts à développer des choses importantes. Et je finirai avec la Chambre de commerce de Montréal, où j'y travaillé pendant 7 ans avant tout ça, où j'étais directeur du membership, des formations et des ventes pendant 7 ans. Et avant ça, j'habitais une partie au Vietnam pendant 1 an et demi et 5 ans et demi en Amérique du Sud, en Équateur, où je co-gérais une fondation suisse-équatorienne où nous faisions du développement artisanal pendant 4 ans. Et l'expérience était fabuleuse. Une des régions les plus pauvres avec Haïti en Amérique. Et me voilà maintenant avec vous. Et fait que tu as un parcours assez standard, je dirais. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la base, j'ai étudié en génie mécanique. Okay. Et je pense que j'ai travaillé dans ma vie 3 mois en génie mécanique. J'ai 56 ans, donc vous faites le calcul. J'ai détesté ça, mais c'est pas grave. Au moins, je me suis donné les moyens de faire d'autres choses et de tester d'autres choses. Et Damien, j'ai fait un bac en économie. Là. J'utilise pas mes... Personne n'est parfait. On fait toutes nos erreurs. On fait tous des erreurs. Tu te décris comme un entrepreneur. Parle-nous un peu de quand tu es rentré au CQCD, ça ressemblait à quoi? Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Alors, faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Je vais prendre une couleur, j'étais gris. Et la couleur a changé, je vous rassure. Parce que on sortait de la Covid, il n'y avait pas de bureau, le directeur général était parti depuis quelques mois, etc. Et le conseil d'administration me demandait de remettre sur la carte du Québec le commerce de détail. Et l'équipe était plus ou moins démotivée et attendait de voir c'était qui la bibite en face qui allait prendre la place du directeur général. Et moi, de l'autre côté, je regardais ça, je dis oh, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et force est de constater que 2 ans après, on s'amuse, on innove, on travaille avec des entreprises comme la tienne, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'une multitude de choses qui touchent le numérique et on a des projets complètement fous. Et je crois que quand j'avais dit que je voulais mettre un CQCD 2.0, on m'a dit non, c'est dépassé. C'était peut-être plus redonner à l'organisme une agilité par rapport à nos membres et surtout être capable de prendre des risques dans les projets qu'on fait et ne pas avoir peur de se planter et d'avoir des échecs. On en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement. On a des projets qui s'annoncent. Autour de la table, c'est souvent des discussions avec mon conseil d'administration. Le fait d'oser, le fait d'avoir de l'audace, le fait de calculer si c'est un échec, de quelle manière on peut aller de l'avant. Mais je dirais que maintenant, je ne vais pas utiliser la couleur rose, mais c'est un gris flamboyant. Fait que de brun à rose, c'est parfait. Oui. Gris. Pardon? Non, c'est parce que j'ai dit gris parce qu'il y a du brun. D'accord. Mais, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu dirais, en fait, que cette audace-là que tu as apportée au CQCD vient une partie de ton parcours au sein du quartier de l'innovation? Alors, il y a plusieurs éléments. Hein. C'est que sans une équipe, on n'est rien. Ouais. Moi, sans mon équipe, je ne pourrais pas faire le quart de la moitié de ce que je fais. Il est certain que mon parcours atypique permet peut-être de prendre plus de risques et d'avoir j'allais dire de s'amuser au travail, mais d'avoir du plaisir et du plaisir pour tout le monde. À chacun de mes employés, je leur demande à chaque début d'année de rechoisir leur job et de dire, vous savez quoi, vous venez le matin, eh bien, vous êtes heureux de venir au bureau, etc. Bon, il y a des jours, malheureusement, où ce n'est pas le cas, mais c'est normal. On est des êtres humains. Mais je crois que la première des choses, et c'est ce qui manque dans notre société, c'est d'être capable d'avoir une vision et à partir de cette vision, d'avoir des projets.
est d'être clair avec nos employés et de choisir ensemble cette vision et de choisir ensemble nos projets. Bien souvent, et on le voit de plus en plus en politique, on fait que des projets à court terme. Là, l'idée, à partir d'une vision, est d'amener ses employés et ses membres vers cette vision. Il y a un élan qui est vraiment intéressant et peut-être donner aussi plus de latitude aux employés par rapport à leurs projets, par rapport à leur professionnalisme et leur donner confiance. Et c'est là où ça fait toute la différence. Donc, je dirais que c'est un mélange de tout, d'audace, de folie, de contagion au niveau du travail et de la bonne humeur. Et puis tu parles d'emmener tes membres vers l'avant. Parle-nous un peu d'exemples. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui seraient curieux un peu de savoir l'impact que le CQCD peut avoir sur des entreprises, sur ses membres. Pour répondre à ta question, il y a un élément qui est important. Il faut savoir que le commerce de détail, c'est 178 milliards de ventes en 2023. 178 milliards de ventes. C'était énorme. Là-dessus, on reste le plus grand employeur privé au Québec, avec plus de 500 000 personnes. Juste pour donner une comparaison, l'aviation, l'aéronautique, c'est 15 milliards, donc 12 fois moins que le commerce de détail, et c'est 80 000 employés. Mais pour répondre à ta question, c'est que sur ces 32 000 commerces que nous avons au Québec, 80% sont des petites entreprises avec moins de 20 employés. Donc, ta question pourrait se répondre en deux parties. Une grande partie avec 80% des gens qui ont des entreprises qui ont moins de 20 employés et les autres qui sont des plus grandes et qui sont très, très grandes. Donc, l'attente est complètement différente entre ces deux paliers. Le défi que nous avons, c'est de voir comment nous pouvons répondre à chacun et comment on peut avoir un équilibre entre les 80%, la majorité des entreprises au Québec qui rament parce qu'actuellement, on reste en pénurie d'emploi, on a des problèmes en géopolitique qui interviennent dans le commerce de tous les jours. On se retrouve avec une inflation, certes, qui diminue, mais qui est toujours importante. On se retrouve avec des taux d'intérêt qui diminuent, mais qui sont toujours importants. On se retrouve avec des changements climatiques qui ont des conséquences incroyables, on pourra en parler tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle et le numérique, et qui modifient complètement la donne de ces personnes. Donc, notre rôle est d'écouter, notre rôle est d'aller chercher de l'information et de voir par la suite, quand c'est possible, comment nous pouvons représenter ce groupe qui est énorme, qui est c'est 7% du PIB du Québec, au niveau de nos parlementaires fédéraux, provinciaux et municipaux, mais aussi de voir de quelle manière, à partir d'entreprises comme la vôtre, on peut arriver à les aider, à les accompagner dans leur quotidiennité. Et le défi, c'est que bien souvent, quand on parle des petites entreprises, elles n'ont pas le temps parce qu'elles s'occupent de absolument tout. Il faut savoir une chose, c'est que 19% des chefs d'entreprise de ces 80 sont en difficulté, en burn-out, en difficulté psychologique parce qu'il y a un épuisement professionnel, parce qu'ils se retrouvent à gérer absolument tout dans des conditions souvent très difficiles. Donc, je dirais que dans un premier temps, notre job, c'est consulter, écouter et à partir de ça, voir de quelle manière, en fonction des entreprises et des secteurs d'entreprise, on peut répondre concrètement. Oui, parce que ce pas les mêmes défis. Le 80% que tu parles, pour moi, ça, c'est le cœur de tout. C'est eux qui ont besoin d'un bon coup de pouce, probablement. Tout à fait. Est-ce que c'est représenté sur ton membership? Est-ce que tu dirais que 80% de tes membres, c'est le 80% des plus petits? Je dirais plus, on est du 60-40. 60-40, OK. 60-40. Puis disons, le 20%, eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Je vais dire besoin d'amour. Non, ils n'ont pas besoin d'amour à supprimer. Quand on est une grande entreprise, on fait du lobbying, on est enregistré, etc. On fait de la représentation gouvernementale, on regarde de quelle manière on peut
et on influence les lois et les projets de loi. Et actuellement, il y a beaucoup de projets de loi très, très importants qui sont très anxiogènes pour la communauté d'affaires. Et donc, on regarde, nous, à partir de ça, comment on peut influencer. Donc, en général, quand vous avez une grande entreprise, vous avez pas mal de vice-présidents ou de bureaux RH, légal, etc., qui peuvent faire la job. L'idée, c'est de voir de quelle manière on peut avoir une voix supplémentaire dans les cabinets et de voir comment on peut travailler concrètement avec nos membres, mais aussi avec les consommateurs. Ça, c'est très important. Ça, c'est non négligeable. On est d'accord. Intéressant. Nice. Puis, j'aimerais ça revenir à quand tu parlais que justement le 80%, il y avait des gros enjeux un peu plus au niveau de la santé mentale parce que justement, burn-out, un peu de trop de travail. Est-ce que tu penses que justement l'aspect numérique, aller leverage l'intelligence artificielle peut venir aider à ce niveau-là? Alors là... Ça, c'est une bonne question. Parce que souvent, même, tu as l'enjeu... C'est la question de... Je croirais, pour être franc, c'est la question de la matinée. Pourquoi? Le défi est toujours la même chose. C'est de voir comment les petites entreprises vont être capables d'avoir la part du gâteau. Bien souvent, ce que nous voyons, c'est que les entreprises les plus riches, les plus grandes, et sont souvent disposées à mettre des budgets énormes pour faire de la recherche, pour faire des expériences et on est dans un monde capitaliste, donc c'est certain, pour justement améliorer la profitabilité de l'entreprise. Donc je dirais que le gros défi, c'est comment les miettes vont être distribuées par la suite à ces petites entreprises et dans combien de temps. Et c'est là toute la question. Naturellement, il faut des cobayes, il faut des gens des grandes entreprises qui ont les moyens de refinancer ça, mais le débat par la suite est de voir comment on peut démocratiser tout ça et comment... Parce qu'ils ne peuvent pas prendre de risques, les petits. C'est les grands qui prennent les risques. Non, et puis les petits doivent être sûrs que ça va fonctionner. Tout à fait. Quand tu dois gérer ton approvisionnement, tes RH, ta comptabilité, tes clients, il est certain que si tu débarques en disant vous savez quoi, j'ai quelque chose d'extraordinaire en intelligence artificielle, ils vont te regarder à deux fois en disant OK, tu repasses demain. Par contre, si tu arrives avec un projet qui, en 2-3 minutes, tu leur expliques l'avantage de ça. Je prends toujours l'exemple de mon quartier. J'habite Pointe-Saint-Charles, à côté de votre bureau. Et quand on parle d'intelligence artificielle et qu'on me demande, ou du numérique, est-ce que vous êtes présent, est-ce que vous allez être présent? On est présent. Et ça reflète un peu à ta question par rapport à quand j'ai pris le poste du CQCD, c'est que l'innovation est partout. Et je prends l'exemple de mon quartier dans Pointe-Saint-Charles. Je fais le plein de ma voiture qui est hybride, je tiens à le dire. Donc, je ne vais pas souvent. Mais quand je fais le plein, eh bien, vous avez... maintenant, vous ne rentrez plus dans le dépanneur parce que vous avez la pompe qui est automatique ou qui est entièrement programmée avec même de la musique et de la publicité qui est mise pendant que vous faites le plein. Ça n'y était pas il y a 2 ans. Idem dans le dépanneur dont on parlait tout à l'heure. Il y a un dépanneur qui vient d'ouvrir, qui est ouvert 24 heures sur 24. Vous n'avez personne qui est là. Vous avez votre carte d'abonnement et ils font une enquête pour voir si tout est OK. Ça n'y était pas il y a 3 ans. Je fais mes courses à l'épicerie. Bien, ils viennent de supprimer les 8 caisses ou 10 caisses pour en mettre 15 automatiques, etc. Donc, on voit que l'intelligence artificielle intervient, le numérique, l'idée se développe et avec, encore une fois, des aspects concrets. Donc, le gros défi, c'est vraiment d'avoir un produit fini quand vous débarquez chez les commerçants pour être capable de dire, vous savez quoi, waouh, ça fonctionne, regardez, je vous le prouve, etc. Puis souvent, cette preuve-là vient des grands. Fait que ça revient un peu à Oui. avoir un écosystème, c'est important de l'avoir. Tout à fait. Tu as besoin du 20% des très grandes entreprises qui vont prendre le risque, qui vont roder les produits, les solutions. C'est le job de votre entreprise. C'est-à-dire après, comment vous allez être capable, Falbridge, de pouvoir démocratiser ça et de voir comment le système que vous avez testé avec de grandes entreprises peut être par la suite, j'imagine, adaptable à des plus petites compagnies. Et abordable. C'est quoi disons, l'enjeu numéro 1 des entreprises? On parle tout le temps du 80%, là, on dirait que c'est le chiffre qui nous reste en tête, là, mais du 80%, est-ce que c'est la main-d'œuvre? Alors,
On est passé en 2022, on était à 29 000 personnes manquantes. On est passé en 2023 à 16 000. Cependant, les gens les postes manquants, c'est vraiment maintenant des postes spécialisés. Et c'est là où c'est très difficile parce qu'on ne les trouve pas ici. Donc, je dirais que c'est la première... Un exemple de spécialisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des comptables. OK. C'est comptable, c'est une personne en ressources humaines, c'est une personne... C'est vraiment dans des branches bien définies, mais c'est des jobs qui ne sont pas forcément compliqués, mais qui sont très difficiles à trouver. Très, très difficiles. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, on est dans le numérique, c'est comment suivre le numérique, c'est surtout comment suivre les changements d'habitude des consommateurs. Et au-delà des changements d'habitude, c'est les applications qui sont mises en place de façon très rapide et incroyable sur les réseaux, sur vos téléphones, etc. Et comment on voit les ventes en ligne, juste pour vous donner un chiffre, en 2023 représentaient 7% des 178 milliards. De ventes. Donc, ça fait à peu près 15 milliards l'année dernière. Donc, seulement 7% des transactions. Donc, 93% des gens se déplacent encore dans les magasins. Et là-dedans, sur les 15 milliards, plus de la moitié, 54%, c'est Amazon qui a les ventes là-dessus. Alors, ça aussi, ça fait partie d'un changement de paradigme, comment attirer, parce que depuis que la Covid est passée et derrière nous, les gens ne viennent plus autant au bureau, ils viennent 2 jours, 3 jours maximum. Donc, les commerçants, leur job, c'est de voir comment je vais pouvoir les attirer, comment je vais être capable, quand ils viennent au bureau, quand on parle des centres-villes, je vais pouvoir être capable de retrouver mes consommateurs, mes clients, pardon. Et ça reste très difficile. Et parallèlement à ça, on se retrouve avec les gens qui restent à la maison et les commerces qui sont de proximité se posent la même question. Comment je vais pouvoir utiliser ça? Donc, on voit de plus en plus des ruelles fermées et on trouve des commerces de proximité qui sont très importants. Donc, c'est vraiment c'est très mouvant et c'est ce qu'il y a de passionnant, c'est que ça change très rapidement et on s'y perd souvent parce qu'il y a tellement de paradigmes là-dedans qui évoluent rapidement que par secteur ou par sous-secteur, il faut voir de quelle manière ça change et comment ça change, etc. C'est impressionnant. Puis le 7%, me reste en tête. Ça me surprend tellement. On a l'impression que nos habitudes d'achat ont pivoté à 50% vers l'achat en ligne. Mais c'est pas du tout reflété. Non. Puis j'aimerais t'emmener même vers est-ce que la technologie commence à se mélanger avec le physique? Donc, est-ce que le numérique et le physique... Tu entends par quoi, par physique? L'expérience en magasin. Alors, il y a un élément qui est... Puis le terme, c'est quoi? Digitalisation. Digitalisation, Exactement. Alors, oui, mais avant de répondre à ta question, si tu mets la table au Québec, il y a un élément qui est majeur dans le numérique et dans tout ce qui est technologique. Le Québec, avec le Japon et l'Italie, font partie des pays, Québec, la province, les plus âgés dans le monde. Et donc, 60% de la population a plus de 50 ans, j'en fais partie, dont 20% ont plus de 65 ans. 25% des moins de 25 ans ne veulent plus d'enfants. OK? Donc, un quart des jeunes ne veulent... non, je raconte des bêtises. 44% des jeunes ne veulent plus avoir d'enfants. Et depuis cette année, il y a plus de décès que de naissances au Québec. Pourquoi je te parle de ça? C'est que quand on parle d'inclusion dans le numérique ou dans la technologie, quand tu fais face à une société vieillissante et malheureusement de façon rapide comme on le vit actuellement, comment tu peux inclure le numérique là-dedans? OK? Et quand on développe, c'est fantastique. On a toujours une vision peut-être
peut-être plus régionaliste quand on commence, et puis après une vision internationale pour développer son marché. Mais pour ici, nos populations vieillissent, et ça veut dire que ces gens on utilise moins en moins la technologie. Et puis c'est assez intéressant parce que tu regardes l'Europe, dans certaines grandes chaînes de magasins, ils en sont revenus à installer des caisses normales pour les personnes, pour les aînés, simplement pour pouvoir parler aux gens. Alors, le gros défi, le défi, je pense, du numérique va être de voir comment tu vas être capable d'humaniser ça et d'inclure toute cette partie. Cette portion qui est énorme. Qui est énorme. Qui ont des sous, souvent, c'est une population qui est prête on est d'accord. On est d'accord. Donc, ça va être un défi majeur, je pense, qui est possible parce que ça va permettre de le faire. Mais c'est quelque chose de majeur. Alors, pour répondre à ta question sur le mot magique que tu m'as dit, qui était la Digitalisation. La digitalisation. Et là, ça peut être inclusif et intergénérationnel. Donc, le numérique doit être intergénérationnel avant tout. Je peux vous donner 2 exemples d'entreprises qui sont vraiment intéressantes. La première, je vais faire un peu de publicité pour elle, il s'agit d'Ilo. Ilo a créé un miroir intelligent. Ce miroir intelligent, à la base, était installé dans des hôtels, leur indiquait derrière le miroir où aller visiter, quoi faire, etc. Et ils ont redéfini ce miroir pour le maquillage, pour des lunetiers, etc. Donc, vous êtes en face du miroir et vous avez différentes coiffures avec votre visage qui peuvent vous être présentées avec votre visage, avec votre mimique, etc. Idem pour des lunettes, idem pour des vêtements. Donc là, ça reste encore très simple parce que vous venez devant, OK, vous n'avez rien à faire, vous avez votre magasin, vous rentrez dans le magasin et à partir de ça, on peut, au lieu de tester, d'aller chercher, voir directement. Alors, pour des lunettes, c'est simple parce que vous les mettez, vous les changez, mais par contre, pour des coupes de cheveux, pour des couleurs, etc., c'est déjà plus intéressant. Ça, c'est la première compagnie qui est intéressante. La deuxième, qui est un peu plus, en bon français, je dirais flyé, c'est une entreprise qui fait à partir de votre téléphone cellulaire, qui reprend la digitalisation de votre pied et qui est capable à partir des mesures de 3 dimensions de votre pied, de vous commander vos chaussures directement. Vous savez, quand vous achetez vos chaussures en ligne, et bien, le problème, c'est que soit la forme n'est pas la même, ou soit la longueur n'est pas la même, parce que c'est du européen, du nord-américain, etc. Et bien, à partir de ça, votre chaussure est automatiquement, votre pied est automatiquement enregistré, vous envoyez ça, et la chaussure que vous allez recevoir va être parfaite. Donc, quand ce sont des approches comme celle-ci qui Est-ce que les gens touchent aux souliers au final, ou c'est 100% en ligne? 100% en ligne. C'est ça. Puis je regarde des exemples comme IKEA, on les connaît pour leur réalité augmentée. Ils ont sorti un excellent produit où est-ce que tu es capable de visualiser ton prochain sofa, prochaine table de cuisine chez toi, puis tu le vois, tu vois les dimensions, tu regardes qu'est-ce que ça ressemble. Personnellement, je fais les deux, puis c'est là que ça devient un peu intéressant de voir le blend du physique et du digital je veux voir est-ce que la table fit chez moi. Mais après ça, je vais aller la voir, la table. Ton processus décisionnel commence plus tôt, genre. Il commence plus tôt, puis j'arrive en magasin, je suis convaincu à 90%. Je suis prêt à faire l'achat. Je sais combien ça coûte, mais je veux toucher une dernière fois. Mm-hmm. Je veux avoir cette expérience-là pour ensuite faire l'achat. Puis je le veux maintenant aussi. On dirait qu'il y a ça encore dans ma tête que Amazon commence à combler cette distance-là, mais je le veux maintenant. Tu touches un point vraiment important. C'est énorme. Dans les 94% des gens qui se déplacent, une grande majorité, toi, moi, regardent et vont utiliser les ventes en ligne ou Internet pour vérifier c'est quoi le moins cher, etc. Donc, ils vont débarquer dans le magasin, ils vont savoir exactement ce qu'ils veulent, mais par contre, le fait de le voir, de le toucher, d'en discuter avec une personne, ça reste quelque chose d'important. Donc, l'habitude en amont a changé parce qu'en effet, on va comparer, on va voir et on va regarder c'est quoi le meilleur
qualité-prix, en regardant naturellement toutes les remarques qui ont été faites sur le produit. Et une fois qu'ils sont sur place, OK, voilà ce que je veux, je sais combien ça coûte, je veux le toucher, montrez-moi, etc. Donc, encore une fois, les habitudes changent. Donc, y a-t-il moins de magasinage comme on le connaissait avant? C'est-tu moins... Justement, tu parles de comportement qui a changé. On dirait dans recul, le 5-10 ans, t'allais au centre d'achat pour juste te faire conseiller. Te faire conseiller, Ouais. tu parles à quelqu'un, hey, je sais pas trop, en tel ballon. Là, Tes achats de ballons. J'ai calculé 10 ans. Ça peut être... Donne-moi un break. Mais quel ballon acheter de basket? C'est la question. J'hésitais. Alors, je peux pas te répondre, je joue pas au basket. Mais là, maintenant, tu fais tes recherches avant. Ouais. Tu te présentes, puis tu sais. C'est une question d'optimisation de temps aussi. Là, j'ai l'impression que tu parlais du concept de l'immédiat. Là, genre, tu veux arriver puis que ce soit pas compliqué. En tout cas, moi, dans mon cas, je veux pas parler à personne. Justement, je veux juste. Je sais ce que je veux. Alors, j'ai pas besoin d'aide. Mais le défi aussi, c'est qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, il faut trouver la personne quand tu arrives dans le magasin. Parce que souvent, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont souvent très occupées. Donc, le fait de faire ta recherche aussi permet de combler un problème d'emploi et de salariés qui ne sont pas là pour te répondre. Donc, au moins, tu sais, tu as fait ta recherche. Puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que maintenant, les moteurs de recherche qui sont en place vont tout de suite faire le travail pour toi et vont te mettre à l'écran une myriade de projets, de ballons de basket, par exemple, qui vont... Une grande sélection. Une grande sélection. Non, mais c'est vrai. Alors qu'avant, il fallait que tu t'allais dans les bannières chercher. Là, maintenant, tu as vraiment... tout de suite une panoplie de ballons de basket. Une chance. Mais, cet exemple me suit. Tu sais, là, on a donné des exemples qui sont un peu moins, justement, atteignables pour... des solutions qui sont peut-être moins faciles à implémenter pour le fameux 80% qu'on parle depuis tantôt. C'est quoi les tendances qui s'en viennent dans les prochaines années, dans les prochains mois pour justement ces détaillants-là? C'est quoi le virage numérique? Alors, si j'avais la réponse, je pense que je serais millionnaire et que je travaillerais à mon compte et j'ouvrirais mes entreprises là-dessus. Je n'ai pas de réponse. On suit la tendance. J'étais à New York et on parlera tout à l'heure du sommet que nous faisons en commerce de détail, mais pour voir les tendances mondiales, etc., c'est hallucinant. On est à des millions de kilomètres derrière l'Asie et de ce qui se passe actuellement. Ça s'en vient ici. Te faire livrer ton colis par drone, entre autres, dans des casiers automatiques qui s'ouvrent au niveau du toit et on le dépose, etc. Ça se fait depuis des années et on ne le voit pas encore ici. Donc, on va se retrouver avec... même des ballons de basket, tu pourrais l'avoir par drone, ça serait extraordinaire. Mais on se retrouve avec des tendances. Je n'ai pas la réponse en tant que telle parce que ça évolue très rapidement. Je dirais que j'utilise souvent le mot humanisation, va être très importante. Comment on peut être capable d'améliorer l'expérience en magasin parce qu'on restera toujours avec le défi de toucher, de voir et de parler à quelqu'un. Donc, on prend l'exemple d'Essence à Montréal où vous allez choisir avant, commander vos vêtements pour être capable d'avoir un service spécialisé quand vous débarquez dans le magasin avec quelqu'un qui va prendre votre commande, qui va les tester, etc. C'est un exemple entre autres, qui est intéressant. C'est vraiment l'expérience client qui doit être améliorée et auquel on va devoir écouter et observer les tendances. Je vous parlais tout à l'heure d'un vieillissement de la population. On va devoir faire face à ça et inclure tous ces paradigmes dans ce service à la clientèle. Donc, écoutez, regardez et ça va évoluer très, très vite. Puis fais-nous rêver encore un peu. Excuse Virginie, tu allais passer à une autre question, là, mais c'est hallucinant. Là, les drones, donc tu vois le marché asiatique qui est combien d'années devant nous? Puis quel type de projet? Je dirais 5 ans facile. Puis on sait comme les méthodes de paiement, c'est des QR codes, tout est évolué vers... Oui, ce sont les yeux, c'est toute reconnaissance avec l'iris, etc. C'était vraiment hallucinant. Les chariots dans les magasins, tu n'as plus tu ne payes plus, tu prends et soit tu scannes et tu le mets dans ton chariot et tu pars, etc. Tout ce qui est
livraison de colis se fait, comme je te le disais, par drone. Et puis, c'est assez intéressant parce que ce sont des casiers intelligents, donc numériques, avec un code. Et quand tu achètes quelque chose, on l'a encore, hein, on le développe, on a un projet actuellement là-dessus où tu fais ta commande, et on le voit de plus en plus dans des grandes chaînes. Tu as des casiers numérisés où tu as ton numéro qu'on t'envoie par téléphone. Tu arrives, ta commande est prête, tu la prends et tu sors. Ben là, c'est la même chose, sauf que tu as le toit qui se lève, et puis tu as ton drone qui peut débarquer et qui te dépose directement ta commande. Ça se fait. Je veux dire, tu regardes ça, waouh, mais là-bas, c'est à la compagnie qui le fait, etc. Et sans aucun problème, etc., etc. Ça s'en vient. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, c'est 5 ans d'avance, c'est autant d'avance, justement, avec l'accès à l'information? On le sait que ça se fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça nous prend plus de temps? Si tu prends l'exemple de la Chine, et il faut que je fasse attention pour ne pas faire d'incident diplomatique avec le Canada, le nombre déjà, quand tu as 1,2 milliard de personnes versus 41 millions de Canadiens, on s'entend que la quantité fait que tu as des milliers, des millions d'ingénieurs et tu as surtout des dépenses et des investissements énormes qui sont faits. Donc, sont des pays communistes. Donc, dès lors que le gouvernement impose quelque chose, ça va se faire. Et puis, ça va être peut-être plus facile dans la légalité ou l'illégalité de le faire là-bas, de le tester et après de l'améliorer pour le ramener chez nous. Donc, la structure est complètement différente de la nôtre. Et puis, je pense que c'est surtout la masse, le nombre de personnes, le nombre d'ingénieurs qui sont disposés à faire ça et la possibilité de conquérir le monde. C'est comme le 80-20, ça. Exact. Tout à fait. Tantôt, nous, on fait partie du 80. Exact. Les petits pays, les petites. Oui, mais justement, je me dis, dans des gros pays comme ça, tu sais, là, on parle, la population est vieillissante, il faut faire attention de s'adapter pour pas justement aller plus vite que la Chine s'en vient aussi, sauf qu'ils sont en milliards, donc ça va prendre plus de temps. Mais exact, mais je me dis, la gestion de changement pour ces milliards de personnes-là, ça doit être tough à gérer versus 41 millions, c'est un peu plus facile à gérer. J'espère pour eux. Je leur souhaite. Tantôt, on a abordé brièvement Hop, l'événement que le CQCD va, j'allais dire hoster, mais c'est quoi le mot en français? Être... en tout cas, présente, oui, c'est ça le mot. Elle va présenter en octobre. Parle-nous-en un peu. Alors, on fête notre 30e année de sommet. C'est une grande année, là, cette année oui, pour vous. Ça va être intéressant. Hop, c'est quoi? C'est le sommet du commerce de détail. Le but est vraiment de voir qu'est-ce qui s'en vient d'un point de vue international, national et local. C'est une 50aine de stands avec, cette année, on travaille sur l'innovation où on va avoir une dizaine de startups qui vont être présentes et pas forcément en technologie. L'innovation, comme je vous le disais tout à l'heure, peut être culturelle, sociale et touche naturellement le commerce de détail. Donc, on veut faire la présentation d'un savoir-faire québécois. Montréal fait partie des 10 villes avec le plus de start-up, il faut le savoir, au monde. Et donc là, l'idée est de donner une plateforme pour travailler avec elles et un coup de pouce aussi pour les aider. Nous avons une trentaine de conférences qui vont être données, dont 60-65 conférenciers qui seront sur place. C'est pendant une journée, ça sera le 30 octobre. On parle de différentes thématiques et je les ai sous les yeux parce que je veux rien oublier. Donc, on va parler de cybersécurité, de commerce électronique et de publicité numérique. On va parler d'intelligence artificielle. On va parler d'automatisation et d'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est très, très important actuellement. Aussi, l'analyse des prédictifs des comportements des consommateurs. On en parlait tout à l'heure, ça change. Donc, on attend 1500 à 2000 commerçants qui vont débarquer au Grand Quai de Montréal. Le but est vraiment de faire une grande messe je dirais, du commerce de détail et de voir qu'est-ce qui se passe et de voir surtout l'importance de ce qui se passe. Et la chose intéressante pour nos membres, c'est qu'on a des événements avant, 2 semaines avant, et des événements 1 mois après, qui touchent encore une fois par des podcasts, par des présentations, des web-séries, etc., par des visites aussi en entrepôt. Au niveau de l'approvisionnement, j'en parle beaucoup, mais c'est important, les commerces. Tu vas avoir une entreprise très spéciale qui va présenter aussi une conférence. Oui, je crois que Third Bridge va être là, mais c'est intéressant parce que ce que vous allez faire, c'est
si j'ai bien compris, vous allez être présent avec un de vos clients et montrer objectivement vers où on peut aller et comment un client peut répondre à vos attentes. Tomber dans le concret comme on aime le faire. Puis l'année passée, pour partager un peu notre expérience, c'était une première participation comme exposant. Puis ça a été impressionnant comme événement. Puis cette année, on s'est dit... faut qu'on soit des partenaires. Oui, non, mais on vous attend. Lightspeed sera là. Air Miles, pour ne citer que. Donc, il y a une cinquantaine d'entreprises partenaires qui sont déjà présentes. Et le but est vraiment de montrer ce savoir-faire, de créer une espèce d'endroit où on peut se réunir, on peut réfléchir, on peut s'alimenter, se nourrir à partir d'exemples qui sont fonctionnels et qui sont bien concrets comme Third Bridge avec votre conférence. Oui, non, ça va être super. Qu'est-ce qu'un participant à Hop, habituellement, le classique persona qui vient à Hop, qu'est-ce qui s'attend à retirer d'une journée comme ça? Encore une fois, on est dans le 80-20. Quand on reste dans le 80, c'est de trouver soit des bouées de sauvetage pour aider à éteindre des feux du quotidien. Ça peut être en RH, ça peut être en approvisionnement, ça peut être en technologie, etc. Lightspeed sera présent. Vous savez ils font partie dans tous les systèmes de paiement sont très présents au Québec et dans le monde. Donc, c'est vraiment, dans un premier temps, aller chercher au niveau des exposants un savoir-faire qui pourrait être utile à ces entreprises. Et c'est surtout voir quelles sont les tendances qui s'en viennent et s'alimenter par rapport à des experts qui vont être présents et qui vont pouvoir soit donner des pistes, soit donner des exemples, et je prends votre cas, avec des entreprises qui ont désiré aller chercher des aides technologiques pour améliorer leur quotidien. Donc, on va dans la théorie comme dans la pratique et on va autour des stands pour justement voir des produits bien concrets, voir des entreprises qui vont pouvoir amener des choses vraiment concrètes. Et notre but est vraiment d'amener quelque chose. Et aussi, l'aspect start-up pour nous qui est très important parce que il faut faire confiance aux jeunes. Il faut donner une tape sur le dos à des entreprises. Et vous l'avez été il n'y a pas si longtemps, quand vous étiez start-up. Vous voyez l'importance de rencontrer des entreprises qui vont être capables de vous aider et de croire en vous et de vous permettre de vous construire. Donc, c'est très important. Ça fait toute la différence, oui. Toute la différence, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore le déjeuner des présidents? Oui. Le déjeuner des présidents est prévu en haut dans la tour qui est magnifique au Grand Quai. Donc, c'est à 7h30 et l'idée est vraiment de les enfermer et avec à boire et à manger, je vous rassure. Un peu d'air climatisé. Pardon? Un peu d'air climatisé aussi. Au 30 octobre, on n'en a pas besoin. C'est plus du chauffage. Donc, on a un invité de marque qui nous permettra c'est moi qui l'interrogerai, mais encore une fois, de voir comment on peut je dirais étonner, pas forcément les 80, mais les 20%, et montrer la possibilité de faire des choses intéressantes. Alors, si vous allez me poser la question, c'est qui l'invité surprise ? Je ne vous le dirai pas parce que pas de scoop. Ma directrice des communications risque de me taper sur les doigts. Donc, on attend encore avant de le dire. Pas de scoop. Pas de scoop, non. OK. Excusez-moi. On ne te réinvitera plus. D'accord. C'est pas vrai. Moi, ça fait le tour de mes questions. Donc, je me dirigerai vers le dernier segment du podcast qui est préféré. C'est ton préféré? C'est la question dans le chapeau. Donc, je t'explique le concept. On a une tuque Third Bridge, puis là, il y a comme une canicule dehors, fait que ce ne sera pas une tuque qui est utile. Oui, je ne vais pas partir avec sur la tête. Mais à Hop, tu pourras la porter. D'accord. Puis, on a mis des questions dedans. Donc, tu piges une question et on te laisse y répondre. Et si tu as une bonne réponse, ce sera ta tuque, évidemment. C'est pas un ballon de basket? Au grand désarroi de Pierre-Étienne, on n'a pas de ballon de basket brandé Third Bridge, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. Donc, peux-tu donner ton numéro de carte de crédit? Oh non, c'est une blague. C'est une blague. Suivi des 3 chiffres derrière la carte. Il y a les 3 chiffres derrière la carte. Donc, quelle est la meilleure expérience d'achat que tu as vécue? 2.
Absolument. Je suis un gars de char. J'adore les voitures. Et je dirais c'est mon changement d'huile. Ah ouais? Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'avant-dernière voiture que j'avais, quand je faisais un changement d'huile ou de pneus, il y avait un service à la clientèle qui était extraordinaire et je me retrouvais avec un café, des croissants, des fruits, etc. Et c'en était même un plaisir avec des sièges en cuir. C'est pas une Rolls-Royce ni Bentley, je vous rassure. C'est une voiture hybride.